Voilà, donc le grand 2, hein, les inégalités sociales sont-elles injustes? Alors, on a déjà en fait un début de réponse dans le grand 1, hein, mais ici, je voudrais qu'on se penche sur un cas particulier, à savoir le cas de Muhammad Yunus, qui a mis en place une banque pour les plus pauvres, hein, et on va essayer de voir quel a été cet impact, quel est le rôle de cet homme par rapport aux inégalités sociales. Donc, Muhammad Yunus, c'est, comme on vous le dit dans le texte, un économiste bengali. Donc, c'est un spécialiste de l'économie qui vient du Bangladesh. Le Bangladesh, petite information là, donc c'est un pays qui se situe à l'est de l'Inde. C'est un des États les plus pauvres du monde et qui ne survit que grâce à l'aide internationale. C'est un pays qui a peu de ressources et qui souffre du surpeuplement. Et pourquoi ce pays a peu de ressources? Parce qu'il subit un climat très hostile, c'est-à-dire c'est un climat qui est très très humide, qui subit des cyclones dévastateurs, des inondations parce qu'il y a, il me semble, au moins 3 grands fleuves qui traversent le pays. Donc au moment des crues, les villages sont dévastés par les inondations. L'eau qui n'est pas forcément de bonne qualité et puis qui stagne crée des épidémies. Et donc, à ce moment-là, le pays ne peut pas se développer correctement. Et donc, Muhammad Yunus, lui, il voudrait lutter contre ces inégalités, notamment parce qu'elles provoquent notamment la famine, et puis elles tuent un bon nombre de ses compatriotes. Et donc, cet homme a décidé de créer le microcrédit. C'est-à-dire que sur ses propres économies, il va prêter de petites sommes d'argent. Alors d'après mes renseignements, il pouvait prêter 20, 40 dollars, maximum 200 dollars pour des petits, pour des petits artisans qui pouvaient donc le rembourser sur de très très longues échéances. Donc ça veut dire qu'ils avaient des toutes petites mensualités. Donc sa banque, elle s'appelle Grameen Bank, ça veut dire la banque des villages. Et donc elle permet, grâce à ces microcrédits, elle permet donc aux plus pauvres, à qui les banques traditionnelles ne prêtent pas, d'avoir une activité professionnelle et d'améliorer un petit peu leur situation économique et de ne pas souffrir de la famine. Voilà, donc ça c'est la solution qui a été proposée par Muhammad Yunus et c'est une solution qui a un certain succès. Alors on va lire le texte pour vous mettre un petit peu dedans, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais vous allez retrouver les informations que je vous ai données déjà. Donc on est sur le texte là. C'est en combattant à la fois les inégalités sociales et l'injustice du sort que l'économiste bengali Muhammad Yunus inventa le microcrédit. Révolté par les ravages d'une famine dans son pays dans les années 1970, il décida de créer un outil de prêt spécialisé dans les toutes petites sommes. Les habitants des villages les plus touchés purent ainsi fabriquer et commercialiser des objets artisanaux afin de nourrir leur famille. Aujourd'hui, la Banque des pauvres a près de 10 millions d'emprunteurs dans le monde. Pour son œuvre contre les inégalités, Muhammad Yunus a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 et il conseille les États ou certaines entreprises engagées contre la pauvreté. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et qui est posée ici, c'est est-ce que l'action de Muhammad Yunus apporte une solution à la pauvreté ou est-ce qu'elle est une aide pour les pauvres? Alors je pense que vous avez réfléchi un petit peu à la question et que vous avez votre idée sur la question aussi. On voit bien que Muhammad, son action, elle a apporté une aide aux plus pauvres, on est d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été récompensé du prix Nobel de la paix. En apportant son aide, il garantit la paix. Le fait de lutter contre la pauvreté et contre les inégalités sociales, c'est assurer une certaine paix dans son pays. Cependant, mais c'est malheureux de le dire, la solution qu'il propose, c'est pas une solution pérenne, c'est-à-dire que c'est pas une solution qui peut durer dans le temps, car cette solution ne peut pas résoudre tous les problèmes liés à la pauvreté. Et vous savez bien que pour lutter contre la pauvreté, il faudrait plutôt qu'une politique du gouvernement soit mise en place pour lutter contre cette pauvreté.
Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont gouvernements de ce genre de pays, ils profitent de la pauvreté du peuple pour pouvoir assurer leurs arrières financièrement. C'est malheureux et on est en plein dans les inégalités sociales, puisqu'un minimum de personnes qui possèdent le pouvoir et la richesse, au lieu de le repartager au peuple dont ils sont responsables, eh bien, ils veulent en profiter de façon personnelle. Voilà. Et on peut rajouter encore autre chose. Les violences, les guerres et les révoltes que l'on peut voir naître dans ce genre de pays, malheureusement, elles sont la conséquence de ces inégalités sociales, puisque le peuple, quand il en a assez de vivre dans des conditions indignes de lui, il va finir par se rebeller, sauf s'il est vraiment trop lié par la pauvreté. Et là, moi, ça me fait penser à notre fameuse Révolution française de 1789, où notre pays se trouvait dans des conditions de vie qui devaient être comme celles des Bengalis. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est à noter, c'est que vous voyez qu'on est au XXIe siècle et on a des pays qui vivent à l'époque de l'avant-révolution française de notre pays. Donc, il y a des pays qui ont la chance d'évoluer un petit peu et d'autres qui sont malheureusement englués donc, dans leur situation politique. Alors, je vais tout de suite continuer par la troisième partie puisque finalement, j'ai terminé avec mon grand 2. Donc ici, on peut voir, les inégalités sociales sont-elles injustes? Et la plupart du temps, oui, on est d'accord, puisque la pauvreté ne permet pas à tout le monde de s'épanouir correctement. Et certains peuvent bénéficier donc de la pauvreté des autres pour s'enrichir sur leur dos. Voilà, donc on termine avec le grand 3. Les catastrophes naturelles sont-elles une injustice? Et ici, donc, on a un poème, dans le texte 4 est un poème de Voltaire, un des auteurs donc des philosophes des Lumières, et on a une photographie qui retrace donc, qui illustre en fait le tremblement de terre de 2010 à Haïti. Et enfin, je reprends là le texte 4. Le texte 4 qui décrit donc un violent tremblement de terre qui s'est passé au Portugal, dans la capitale de Lisbonne, en 1755. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je vous rappelle juste donc, que Lisbonne, effectivement, c'est la capitale du Portugal, pour ceux qui ne le savaient pas, et Haïti, c'est une île c'est une partie d'une île. D'un côté, on a Haïti, de l'autre côté, on a la République dominicaine, et cette île, avec ces deux pays, se trouve donc en Amérique centrale. Alors, donc, ici, on a très clairement l'évocation de l'injustice, l'injustice présumée donc, des catastrophes naturelles. Donc, on va regarder dans un premier temps le poème de Voltaire. Alors, on vous explique que le 1er novembre 1755, un très violent tremblement de terre détruisit la ville de Lisbonne. Il fut suivi d'un tsunami qui dévasta les côtes portugaises et marocaines. Le bilan fut de plus de 50 000 victimes. Voltaire, touché par cet événement, écrivit d'abord un poème sur le séisme et le raconta dans Candide ou l'optimisme, conte philosophique de 1759. Alors, rapidement, on lit. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix, les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez comme nous. Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Alors ici, on voit bien que Voltaire, prend la défense donc de Lisbonne. Et on voit que dans les deux premiers vers, on va chercher, dans les 4 premiers vers plutôt, on va chercher un responsable à cette catastrophe naturelle. Et finalement, on n'a pas de réponse. D'accord ?
Et on voit bien dans le poème de Voltaire que on a cette évocation de la destruction de Lisbonne. D'une part, quand il dit que Lisbonne est abîmée et on parle des naufrages, donc les naufrages font référence donc au tsunami. Et ensuite, on a la cause des orages et la terre entr'ouvre ses abîmes au vers 11. Ces deux expressions font référence notamment au bruit des tremblements de terre et aussi au résultat du tremblement de terre. Donc on peut mettre en parallèle ce poème à la situation qu'a vécue Haïti donc en 2010. Ici, sur la photo, on voit bien que des maisons sont complètement écroulées. Il y a des gravats partout. Il y a des véhicules qui sont pris dans les gravats. Il y a un toit en tôle qui est complètement déchiré. Et apparemment, là à droite, là où se trouve une rue, on voit qu'elle continue ici. Et donc cet homme qui se trouve sur les gravats, on ne sait plus s'il est sur la route ou sur une maison. Enfin, c'est chaotique en fait. Alors, quand on voit ces deux documents, on se pose la question, comme Voltaire, comment est-ce qu'on peut dire que les catastrophes naturelles sont injustes? Parce qu'on cherche en effet toujours un coupable. Mais si on reprend le texte de Rousseau, on a dit que les catastrophes naturelles faisaient partie des inégalités naturelles contre lesquelles on ne peut rien faire, comme le fait qu'on soit vieux et diminué physiquement ou qu'on habite dans le désert. Il y a donc une injustice si cette catastrophe naturelle il y aurait une injustice si cette catastrophe naturelle était liée à l'activité humaine. Sauf que là, ce n'est pas le cas, on est bien d'accord. Ce sont vraiment des catastrophes qui sont liées donc au climat. Alors vous allez me dire, le dérèglement climatique du XXIe siècle a pu provoquer le tremblement de terre d'Haïti, par exemple. Bon, disons que c'est plus plausible quand on parle de réchauffement climatique avec les inondations et puis le fait que des îles soient immergées à cause du réchauffement climatique comme ça s'est passé sur certaines îles du monde en fait. Donc, pour terminer, c'est quand même injuste quelque part à Haïti ce qui se passe dans la mesure où comme c'est une population pauvre, alors ça vous le saviez peut-être pas, mais effectivement à Haïti, c'est un pays qui est très très pauvre, qui est très surpeuplé, un peu comme le Bangladesh, et donc qui a du mal déjà à se développer en temps normal. Mais alors quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive, c'est encore pire que tout, puisque d'une part on a plus de victimes et plus de dégâts. Pourquoi ? Parce que les habitations ne sont pas aux normes, les habitants qui y vivent ne peuvent pas se protéger correctement, ils ne sont pas forcément peut-être formés pour éviter le tremblement de terre, contrairement par exemple au Japon, qui est une île qui vit aussi des tremblements de terre depuis des siècles, mais qui a mis en place, parce qu'au Japon, ils ont les moyens financiers, ils ont mis en place des maisons anti-tremblement de terre, vous savez, avec une structure spéciale pour être moins endommagés lors des tremblements de terre, ou bien le développement de la détection des tremblements de terre, la mise en place de protocoles d'évacuation des villes, etc. Voilà, donc on voit bien que le tremblement de terre en tant que tel, c'est une injustice, enfin c'est une inégalité naturelle, certes, mais on ne peut pas dire que c'est injuste, puisque la nature ne punit pas, d'accord ? Par contre, ce qui est injuste, encore une fois, c'est l'état du pays qui subit cette catastrophe et qui, selon son développement, va s'en sortir ou pas, va creuser ses inégalités ou pas. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un bilan complet pour l'instant. J'attends un petit peu que vous soyez actifs à ce niveau-là. Donc, je vais vous poser une question. Et en fait, c'est simple, on va répondre à la question de cette séance découverte. On vous dit, qu'est-ce qu'une action juste ? Voilà, donc j'aimerais bien que, à l'issue de l'écoute des deux documents,
vous répondiez en vous appuyant sur les documents qu'on a étudiés là, dans un paragraphe, on va dire, argumenté, c'est-à-dire vous me présentez des arguments, vous m'expliquez pourquoi, selon vous, enfin, pas pourquoi, mais ce qu'est une action juste, en fait. D'accord? Donc, bien évidemment, vous aurez un bilan par la suite, mais j'aimerais bien recevoir de votre part une petite contribution pour voir si vous avez un petit peu compris la chose. À bientôt pour les cours.